Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Avant, je me tourne vers notre partenaire du jour, Régis Le Sommier. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour Corentin. Et vous voulez nous parler d'un prochain documentaire d'Omerta, un documentaire d'Omerta avec Pierre Conessa. Oui, absolument, on est en train, alors il n'est pas encore sorti, il sortira autour du 20 novembre, donc la semaine prochaine. L'intérêt de ce documentaire, c'est qu'on parle beaucoup évidemment de guerre en ce moment avec ce qui s'est passé évidemment en Ukraine depuis un an et demi, et puis la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas. Et là, on a choisi, ça fait très longtemps qu'on le prépare, ce documentaire, 52 minutes, avec Pierre Conessa, justement, sur ce qui s'appelle vendre la guerre, en fait. C'est comment, en fait, on prépare les opinions publiques, comment, en fait, la narration d'un conflit se construit. Ça commence avec la Somalie, on passe par l'Irak, on passe par... en fait, on revisite ces moments clés de notre histoire contemporaine où le public a été sollicité pour approuver le conflit. L'exemple de l'Irak est peut-être le plus parachevé, mais il y en a plein d'autres, vous verrez. Hubert Védrine est interviewé, Ronnie Broman aussi, sur l'aspect humanitaire. C'est autour de cette notion que Pierre Conessa a développée, qui s'appelle le complexe militaro-intellectuel, vous savez, prolongement du complexe militaro-industriel, et c'est très intéressant, c'est un peu le dessous des cartes des conflits. Voilà. On invite évidemment nos auditeurs à aller voir ce reportage qui est donc sur la chaîne YouTube Non, pas sur la chaîne YouTube, sur la plateforme, il y aura des extraits sur la chaîne YouTube. Et il y aura des extraits sur la chaîne YouTube. On vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube d'Omerta, puis en même temps à vous abonner à la chaîne YouTube de Ligne Droite. Merci Régis, puis on se tourne vers Gilles Kepel pour son livre Prophète en son pays aux éditions de l'Observatoire. Vue de haut. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain. On peut dire que vous êtes orientaliste ? Oui, moi ça ne me gêne pas, c'est un terme qui a été très critiqué, mais je l'assume si on le souhaite. Et vous êtes arabisant aussi, on peut le dire aussi. Oui, ça oui. Et donc vous êtes auteur de Les banlieues de l'islam, naissance d'une religion en France dès 1987, de Djihad, expansion et déclin de l'islamisme en 2003, et puis donc plus récemment Prophète en son pays en septembre 2023. Donc c'est Prophète en son pays, donc évidemment c'est une référence à l'évangile de Saint Luc, chapitre 4, verset 24. Nul n'est prophète dans son pays, vous êtes prophète en votre pays. C'est un récit de formation qui couvre donc les quatre décennies pendant lesquelles vous avez parcouru le monde arabe, le monde musulman, de l'Égypte au Maghreb, et en passant aussi par les banlieues. Vous avez écrit Les banlieues de l'islam de l'Hexagone et de l'Europe, et donc vous êtes le premier à avoir identifié, à avoir étudié les mouvements islamistes. D'abord, donc vous êtes professeur, et je voulais revenir sur quelque chose, parce que il y a un jour, des étudiants vous ont prévenu que votre master était supprimé. Comment vous expliquez pourquoi, à un moment, ce master, le master donc, que vous portiez, a été supprimé ? Est-ce que c'est par peur ? Est-ce que c'est par... C'est une conjonction de plusieurs choses. Bon, j'ai 68 ans, mais il est normal que je cède la place dans le système français, contrairement aux États-Unis, où on demandait aux profs de rester. Mais tout a été fait pour me pousser dehors le plus vite possible, y compris en refusant la prolongation légale à laquelle j'avais droit jusqu'à 70 ans. Ça n'est pas tellement que c'est pas un problème pour moi de ne plus enseigner à Normal Sup, mais la façon dont ça a été fait, et puis le fait surtout qu'on supprime les études arabes que j'y avais recréées pour le remplacer par des enseignements sur le soi-disant Global South, sur le Sud global, si vous voulez, c'est-à-dire on remplace la connaissance par l'idéologie. Et au prétexte que, à fond, ce que je fais ne sert plus à rien, est totalement déconnecté de la réalité, comme cela a été abondamment démontré depuis le 7 octobre, les bombardements ensuite israéliens sur Gaza, etc. Et c'est effrayant parce qu'on voit à quel point une partie de l'université, totalement prise dans des enjeux de wokisme et autres, ne forme plus notre jeunesse à comprendre les phénomènes qui se produisent aujourd'hui. Au lieu d'avoir une université qui va rechercher à analyser les faits sociaux à partir de leur complexité, on pose d'abord un postulat idéologique. Il y a un Sud global dans lequel il y a de tout. Il y a Poutine dans le Sud global éventuellement, et où il y a eu le sommet
de l'OCI, de la Ligue arabe, tout récemment, qui s'est tenu à Riyad et qui expliquait que le carnage devait cesser à Gaza. Bon, tout à fait très, très bien, hein, sur ce point de vue est bien sûr incontestable. Simplement, vous aviez Bachar el-Assad qui était en train au milieu de la photo. Donc là, il y a une petite contradiction in adjecto, comme on aurait dit dans la langue que plus personne ne parle à l'université. Alors justement, donc vous dites donc ce master a été supprimé. Vous avez donc 40 ans de carrière. Vous avez commencé à 25 ans, vous partez en Égypte et puis du coup, depuis, vous n'avez jamais quitté véritablement le monde arabe. Comment justement ont évolué à la fois les étudiants et les enseignants? Comment la vision du monde arabe a changé et comment vous-même vous avez évolué? Parce que dans vos différents livres, on se rend compte qu'en 40 ans, votre pensée s'est aiguisée et a évolué donc, sur ce monde arabe et sur l'islam. Ça prouve qu'elle n'était pas complètement morte dès le début, et figée et lyophilisée. Oui, bien sûr. Moi, j'ai toujours été un homme de terrain. C'est-à-dire que quand j'arrive en Égypte, en 1980, j'avais d'abord appris l'arabe en Syrie, notamment à l'Institut français de Damas. Entre 77 et 78, j'étais un lycéen trotskiste, très, très imbu d'idéaux de changement, d'amélioration de l'humanité, etc. Vous n'écoutiez pas Radio Courtoisie à l'époque? Mais ça existait déjà? 40 ans? Non, pas encore. Non, pas du tout. Et donc, et j'ai été surpris parce qu'un journaliste du Monde qui, lui, je crois, vous écoute pas mal maintenant, qui s'appelle, mais il est plus au Monde, il s'appelle Jean-Pierre Péroncel-Hugo, qui était correspondant au Caire. À l'époque, la presse écrite pouvait encore salarier des correspondants à l'étranger, je vous parle d'un temps que seuls les moins de 20 ans peuvent encore connaître. Et donc avait écrit des reportages très intéressants sur justement ce qui se passait dans les facs égyptiennes, où des jeunes gens barbus, alors nous on était aussi barbus, mais c'était la barbe de Che Guevara, lequel en fait était d'origine libanaise, c'était Jbara qui était parti en Amérique du Sud. Eux, c'était la barbe du prophète, Mohammed, le prophète de l'islam, et puis des filles entièrement voilées, dans les amphis, critiquaient le régime de Sadat, et critiquaient au nom de Dieu et au nom des textes sacrés, le socialisme arabe qu'avait mis en place Nasser avant Sadat et qui avait amené l'Égypte, en dépit des espoirs immenses de l'indépendance, à la gabegie, l'autoritarisme, la défaite militaire, etc. Et on se rendrait compte du reste assez rapidement que ces mouvements étaient encouragés par les services secrets de Sadat qui voulaient, grâce à eux, se débarrasser des socialistes nassériens qui étaient restés plutôt proches de ce qui était encore l'URSS à ce moment-là, etc. Mais moi, je me suis intéressé au phénomène parce qu'il me semblait qu'il y avait quelque chose de nouveau, qui mélangeait des revendications émancipatrices, si j'ose dire, anti-autoritaires auxquelles on pouvait éventuellement s'identifier, et puis d'autres qui utilisaient le registre religieux. Et donc, je suis entré là-dedans. Quand je suis arrivé au Caire, les cuistres tiers-mondistes qui faisaient qui étaient les arbitres des élégances à l'époque, ont considéré que ce sujet n'avait aucun intérêt, que c'était déjà ils avaient raison, manipulés par les services secrets de Sadat, mais c'était pas seulement ça allait beaucoup plus loin. Donc je suis entré là-dedans, j'ai commencé à lire leurs publications. À l'époque, c'était très difficile parce que il y avait une très forte répression sous Sadat. Moi, j'étais très surveillé. Et fort heureusement, j'avais une partie coopération dans mon travail. Et j'ai pris la coopération avec l'université d'Assiout, qui était située en Moyenne-Égypte. Personne ne voulait y aller. Il n'y avait plus du tout d'Européens là-bas. Et je raconte dans le livre, sauf un converti que j'ai retrouvé plus tard. Et donc, on est au début des années 80. Voilà, 1980, juste 80 avant la mort de Sadat, 80, l'assassinat. Et donc, je vais là-bas parce que j'avais fait de la philo et j'avais fait ma maîtrise sur un penseur grec originaire d'Égypte, d'Assiout, je pense que ça s'appelait Lycopolis, la ville du loup. Et quand on m'avait dit pourquoi Assiout, j'avais dit parce que j'ai étudié Plotin. Personne ne connaissait Plotin, mais ça m'avait fourni une excellente Plotin m'a servi de couverture d'une certaine manière pour aller. C'était ma légende. Enfin, c'est une légende vraie parce que j'étais très ému d'aller là où s'est construite sa pensée, là, vraiment l'émanatisme qui, à mon avis, est une traduction du flux et de la crue du Nil. Et ce qui avait fait qu'à la Sorbonne, on m'avait pris pour un cinglé. Et donc, mais il n'a jamais mis les pieds sur le terrain, évidemment. Et
Et ce sujet sans intérêt décrié, moqué par l'ambassade, mes pères, etc., tout d'un coup, en octobre justement 81, à l'anniversaire de la traversée du canal de Suez, et de même qu'il y a eu le 7 octobre 2023, c'était le 50e anniversaire du lancement de la guerre dite du Ramadan ou du Kippour, je suis chez moi, parce que c'est jour férié, je vois Charal, la dame qui travaille dans l'employé de maison qui revient, qui est la femme d'un policier, et qui me dit, je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Malek et Hassan, qu'est-ce qui t'arrive? Hassan me dit, Monsieur Gil, سمعت في الراديو البواب ضربوا الرصاص على السادات ان شاء الله يموتوه. Ce qui veut dire, Inch'Allah, j'ai pas besoin de traduire, voilà, ça vient tout de suite. Je pensais que Radio Courtoisie, tout le monde parlait le dialecte égyptien. Je suis un peu déçu, mais bon. Un petit peu. Et voilà, mais bon, quelques mots, voilà. Et Monsieur Gilles, j'ai écouté sur la radio du portier, il paraît qu'on a tiré un coup de pistolet sur Sadat, Inch'Allah, plutôt au ciel qu'il l'ait tué. Et c'est très frappant qu'une femme musulmane qui était pieuse, mais qui n'était pas du tout fanatique, son mari était flic d'ailleurs, donc j'avais rien dit sur ce que je faisais par une salutaire prudence, devant un infidèle, entre guillemets, invoque son Dieu pour se féliciter du régicide. Voilà. Et ce qui indiquait des mouvements profonds dans la société égyptienne, alors qu'à l'époque, Sadat était loué à la une des magazines français et étrangers comme l'apôtre de la paix, etc. C'était beaucoup plus complexe que ces choses-là. Et moi, finalement, par le terrain, j'avais essayé de comprendre quels étaient les processus à l'œuvre, si vous voulez. Je ne me suis jamais départi de cette attitude, y compris quand ça choquait le prêt-à-penser de la presse, des médias, des pouvoirs établis, etc. Ce qui fait que j'ai mené une carrière relativement chaotique. Alors, je ne plains pas, je suis chassé aujourd'hui, mais comme professeur des universités de classe exceptionnelle, et j'ai les capacités aussi de me faire entendre, et je crois qu'il va falloir que ceux qui me foutent dehors rendent des comptes un jour ou l'autre, parce que leur situation est pénible, et puis surtout en ce moment. On va revenir. Ils ne s'imaginaient pas que je serais quasiment tous les jours dans les médias en train d'expliquer la situation, parce que justement, et malheureusement, le prophète en son pays, c'est une blague, comme vous l'avez compris, c'est un jeu de mots sur. C'est une référence à l'évangile. C'est mon nemo, propheta in patria. Mais tout prophète est condamné à être martyr. Merci. J'ai déjà été condamné à mort par Daesh. Non, mais martyr dans le sens témoin, dans le sens. Oui, martyros, oui. C'est vrai que les deux, en grec, le terme est le même. Comme en arabe, d'ailleurs, c'est shahid et shahid, mais ça change une petite différence. Donc, Gilles Kepel, donc vous avez été, on va voir dans votre livre comment vous avez essayé d'être prophète dans votre pays en France, mais d'abord je voulais donner la parole à un autre homme de terrain, Régis Le Sommier, et notamment sur ce qui se passe à Gaza et en Israël. Oui, non, moi je voulais juste faire une petite remarque. Ce qui est absolument fascinant dans votre livre, c'est vous avez évoqué le fait que quand vous êtes en Égypte au début, vous êtes surveillé et à plein d'endroits vous êtes obligé d'utiliser des prétextes pour essayer de fouiller, pour aller vers. Vous avez une sorte d'intuition, on dirait. Et même quand vous arrivez en France, je me souviens de l'épisode de la rue Jean-Pierre Timbaud, le tablir, cette découverte finalement de l'islam politique, en fait. À 2 pas de l'endroit où je suis né, à la maternité des Bluets, qui était la manifesté de la CGT, où mes parents communistes avaient décidé que je devais venir au monde. C'était marrant, à 100 mètres. Oui. Voilà, il y a une espèce en fait, entre votre sujet et votre vie personnelle, il y a une sorte d'itinéraire commun, mais à chaque fois, vous êtes un peu à la fois l'éveilleur de conscience, ou en tout cas le lanceur d'alerte, on pourra dire, sur la montée en puissance de cet islam politique à la fois en Égypte. Vous êtes à la source, avec la naissance des frères musulmans, et en même temps, ce pays, vous suivez tous ces mouvements, et puis vous allez dans les banlieues, et puis finalement vous faites face à un peu partout à une ignorance, c'est-à-dire une ignorance presque volontaire. On a l'impression que ce que vous dites, ce que vous étudiez, à la fois par vos pairs, on voit votre itinéraire extrêmement difficile au CNRS et dans le milieu universitaire, mais aussi au niveau des politiques, c'est-à-dire qu'on a une sorte de cécité voulue, revendiquée, et vous dites, attention, non, tout ça va très mal finir.
Oui, et surtout, enfin après les conclusions, c'est à ceux qui ont été élus pour ça de les tirer. Mais moi, ce que j'ai essayé de faire à mon modeste niveau, c'est de décrire les phénomènes sociaux tels qu'ils se produisaient. Vous voyez. Et en fait, c'est toujours le paradoxe qui m'a guidé. J'ai jamais voulu créer d'école. J'en aurais pas eu sans doute les capacités intellectuelles à la Bourdieu ou autre, parce que je n'ai jamais voulu faire un tableau de la vérité qui soit clos, et dans lequel on ferait rentrer de force la réalité sociale, en faisant passer, comme on dit dans Réflexion dans un œil d'or, vous avez un des personnages qui dit à quelqu'un, finalement, un officier qui dit à l'autre, vous avez un bâton de section ronde plus grand que le carré, et vous voulez absolument le faire passer dans le carré. Moi, j'ai essayé au contraire d'ouvrir les perspectives sur l'esprit, le fonctionnement de la réalité sociale tel que je l'aperçois. C'est bien sûr tout à fait, comme on dit dans le langage jargon des sciences sociales, c'est falsifiable, c'est-à-dire que j'apporte les éléments et ceux qui ne sont pas d'accord peuvent bien évidemment démontrer le contraire s'ils le désirent. Ça, le terme universitaire, c'est falsifiable, c'est ça? Oui, c'est ça. Être un propos falsifiable, c'est un propos n'est scientifique que s'il est falsifiable. C'est-à-dire que si vous apportez les éléments de votre démonstration, comme dans les sciences dures, dans les vraies sciences, si vous voulez, voilà, j'aboutis de cette manière-là, comme vous faites un essai placebo, par exemple. Est-ce que ça a été beaucoup évoqué, par exemple, dans les histoires de vaccins et autres. Est-ce qu'on peut prouver le fonctionnement? Est-ce que vous avez... Parce que, par exemple, dans le cas de l'hydroxychloroquine, c'est ça? L'hydroxychloroquine. Oui, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, il a été accusé le professeur Raoult. Raoult, voilà, a été accusé de ne pas avoir fait les essais, et donc de n'avoir pas donné les éléments de falsifiabilité du solar. Je ne veux pas entrer dans cette querelle à laquelle je ne comprends rien. Alors j'ai survécu à la Covid-19, mais je ne sais, miraculeusement peut-être par élection divine, mais je n'y crois pas. Et mais c'est ça qu'on essaye de faire. Et pour la France, justement, c'est mon patron qui, alors lui, était un bon catholique qui était de formation de frères oratoriens, et qui s'appelait Rémi Levaux, décédé malheureusement aujourd'hui, qui avait justement fait sa thèse sur le Maroc. Il a, à ce jour, son intuition reste présente, qui s'appelait le fellah marocain défenseur du trône. Il avait expliqué comment Hassan II s'était appuyé sur le monde rural contre la bourgeoisie urbaine, qui était plutôt anti-monarchiste, si vous voulez. Et c'est quelque chose qui est toujours très présent. Et donc, il faisait l'aller-retour entre la France et l'Égypte, où j'étais en poste. Il était conseiller culturel à l'époque. Et c'était au début du septennat numéro 1 de Mitterrand. Et il me dit, il y a quelque chose qui se passe là. Allez regarder, Gilles, dans les usines occupées de Talbot, Poissy, Citroën, Aulnay, Renault, Flin, etc., ou Billancourt, les ouvriers en grève font la prière en direction de la Mecque sur le parking de l'usine occupée. Là, on est au milieu des années 90. Non, au début des années 80, premier siècle. Vous n'étiez pas né à l'époque. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est pour les vieillards comme moi. Plus personne ne se souvient de cette époque, mais moi, oui. Je suis né à la fin de Mitterrand. Voilà, vous voyez. Et donc, avant il y avait des choses qui sont passées avant votre naissance. C'est difficile à admettre, mais bon, il faut. Voilà. Et donc, et le gouvernement Mitterrand avait une explication. C'était la main de Khomeini dans le bleu de chauffe du prolétaire de Renault. Et évidemment, effectivement, j'ai trouvé des tracts du centre culturel iranien qui disaient allez, révoltez-vous, etc. Mais en allant un peu plus loin, on voit que l'islam est devenu un enjeu politique, que le patronat faisait venir des imams du bled qui prêchaient l'accélération des cadences pour aller plus vite au paradis, et qu'en contrepartie, la CGT faisait venir aussi des imams à elle, qui expliquaient que la grève était bien bénie par Allah et qu'il fallait la faire. Oui. Et donc, on voyait déjà un peu un phénomène qu'on va trouver aujourd'hui, par exemple, dans le mélenchonisme, où avec vous avez l'expression islamo-gauchisme. Voilà. Alors, qui est de Pierre-André Taguieff. Je pensais que c'était moi qui l'avais trouvé, enfin, ça n'a pas d'importance. Il m'a rappelé, non, c'est moi. Donc, je lui rends hommage ici. C'est lui, certainement. À partir d'un autre... Moi, je suis arrivé à ça à partir de l'analyse de ce qui se passait dans le phénomène musulman. Lui, à partir davantage, et il en a eu la primeur s'il le souhaite, bien sûr, de l'analyse du débat intellectuel global en France. Et justement, bref, on en reviendra, mais en Iran aussi, il y a cette alliance entre
l'islam et puis oui, les et le tiers-mondisme. Ça, c'est à Ouais. travers la traduction en persan par quelqu'un qui s'appelait Ali Shariati, qui était issu d'une famille d'ayatollahs, qui était l'élève de Jacques Berck en France, d'ailleurs, qui vivait en France, de la traduction du célèbre livre tiers-mondiste de Frantz Fanon, le psychiatre antillais qui exerçait à Biskra en Algérie à l'époque, qui s'appelait Les damnés de la terre. Et justement, cet islamo-gauchisme-là se met en place parce que Fanon, en persan, utilise des catégories coraniques pour traduire les catégories marxistes. Par exemple, les oppresseurs, ce seront les moustakbirin, c'est-à-dire ceux qui se prennent plus pour plus qu'ils sont, c'est-à-dire la figure du pharaon, qui va désigner le Shah d'Iran, et les mustadafin, c'est-à-dire les affaiblis, les parvis, en latin, pour parler à votre vocabulaire. Voilà les petits, ceux qui sont, ce sera les opprimés. Voyez, et donc là, c'est cette et alliance. donc c'est un mélange, mais en même temps, les mollahs disent, oui, mais parmi les opprimés, il y a aussi les marchands du bazar, qui n'étaient pas tellement opprimés, mais qui étaient opposés au Shah. On va revenir sur votre livre avec Régis Le Sommier, puis avec vous, Gilles Kepel, votre livre Prophète en son pays aux éditions de l'Observatoire. Il est 9h, c'est l'heure du bulletin d'actualité de Liselotte Dutreuil. Ligne droite, Il y a une place pour nos idées. vue de haut. On va revenir sur votre livre, Gilles Kepel. Je vous rappelle, donc 40 ans de carrière, 40 ans à observer le monde arabe et l'islam. Vous avez 25 ans, vous étiez trotskiste, et puis maintenant, 40 ans Non, plus 25 tard. ans, j'étais déjà plus, je crois que j'ai Enfin, dû vous arrêter étiez- au bac à peu Vous près. étiez donc, plutôt, à la suite d'un revers de fortune sentimentale, hein, comme toutes ces choses-là. plutôt de gauche, et maintenant, donc vous êtes votre master de Normal Sup, et on va dire c'est la cancel culture. Alors, vous voulez revenir avec un homme de terrain, Régis Le Sommier, sur ce qui se passe, notamment dans ce conflit entre Israël et Gaza. Oui, votre livre a en fait provoqué une immense frustration à la fin, puisqu'il a été malheureusement édité avant cette date fatidique du 7 octobre, et on aurait aimé Mais j'en avoir... aurai un autre l'année prochaine. Je l'ai déjà en tête. Mais bref, je profite de vous avoir en face de moi pour vous demander un peu votre analyse sur ce qui s'est passé en fait. Alors, Et ce qui il va se passer. y a une part de mystère. Hein. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut mettre en ligne, analyser, etc., construire. Mais il y a un élément de mystère qui est le mode du déclenchement. Alors, moi, je pense, contrairement à ce qu'on a lu dans l'enseignement américain, que tout ça a été préparé par la force Quds des gardiens de la révolution iraniens, qui sont les seuls qui ont aujourd'hui la capacité et la volonté de mettre en œuvre quelque chose d'aussi complexe que la neutralisation de la barrière de sécurité entre Gaza et Israël. Bon, j'ai passé une demi-douzaine de fois cette barrière. J'allais voir les représentants du Hamas à Gaza, faire des conférences au Centre culturel français de Gaza que les islamistes appelaient l'ambassade d'ailleurs. Et donc, à une époque du reste où le Hamas n'était pas tout à fait le même qu'aujourd'hui. Parce que le Hamas a été fondé comme branche palestinienne des frères musulmans. Hamas, ça veut dire Hamasa, c'est Harakat al-Muqawama al-Islamiyya, donc mouvement de la résistance islamique. Et c'est un acronyme qui veut dire zèle aussi, enthousiasme, quand on l'utilise comme tel. Et à l'époque, il n'était pas encore complètement instrumentalisé par l'Iran. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, le leadership sunnite, politique révolutionnaire, a été très abîmé. Al-Qaïda a été démoli, Daesh est dans les choux. Alors, ils sont encore présents sur le territoire, mais non plus syriens ou irakiens, plus la capacité de projection sur la France, comme on a vu, et d'autres pays. Et puis les frères musulmans ne sont pas en forme parce que le Qatar, qui les appuyait beaucoup pour s'appuyer sur leur diaspora face à la prégnance saoudienne, s'est rabiboché avec l'Arabie Saoudite aujourd'hui, et c'est plus le sujet. Et puis ça les embarrasse. Ils gardent le contact pour faire la négociation, ils jouent un rôle très important comme ça. Et même Erdogan, pendant un moment, avant sa ultime volte-face, a dû faire partir tous les frères musulmans égyptiens réfugiés
en Turquie, parce qu'il est dans une telle situation économique, il a besoin des pétrodollars saoudiens et émiratis dans ses coffres, et la condition c'était les frères musulmans sont tous en Europe, où grâce aux subventions de l'Union européenne à des études bidons commanditées par leurs amis, leurs compagnons de route, ils prospèrent et embellissent et font des publicités à l'Union pour le port du voile, etc. Et donc c'est l'Europe qui est aujourd'hui la terre de je ne vais pas dire la terre d'exil, de conquête, oui, enfin, vous aurez la métaphore chrétienne qu'il le faut, la terre d'évangélisation, voilà, la terre d'évangélisation des islamistes. Voilà, de conquête, ils l'espèrent, enfin, il n'y a pas encore tout à fait le cas. Et donc, sauf dans certains quartiers qui sont déjà bien conquis. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis convaincu que ce sont les Iraniens qui ont préparé tout ça. Du reste, on en a aujourd'hui un certain nombre de témoignages qui sortent, notamment un certain nombre de chiites irakiens qui ont parlé à des médias, dont le média El Monitor, qui sont très bien informés sur la région, et qui dit que depuis 15 à 16 mois, il y avait des entraînements. Donc Régis Le Sommier m'a dit qu'il avait vu les vidéos. Par exemple, on voit le petit drone qui passe au-dessus des caméras de la bande sécurité et qui laisse tomber une bombe dessus. Donc ils ont totalement détruit ça, ce qui était impensable, sauf parce que aussi, moi je lisais leur littérature en arabe, leur site du Hezbollah et du Hamas, c'était ils n'en pouvaient plus de joie, parce qu'ils voyaient les nouvelles en Israël, Netanyahou qui clive complètement le pays, l'armée qui fait la police en Cisjordanie pour permettre à Ben Gvir et Smotrich de développer la colonisation, qui était la mitraillette en Cisjordanie, il y a eu des centaines de morts, et ainsi la société qui clivait, les périodistes qui ne font plus leur classe, etc. Donc pour eux, c'était du pain béni, si j'ose dire. Et donc tout ça, on voit bien la logique, on voit bien le fonctionnement, et c'est quelque chose qui avance les intérêts de l'Iran pour torpiller le processus d'Abraham, surtout au moment où 2 ministres israéliens ont été officiellement reçus en Arabie Saoudite, le dernier le 2 octobre, donc 5 jours avant. Et pour l'Iran, si l'Arabie bénéficie de la technologie militaire israélienne, par exemple le dôme de fer ou autre, qu'il protège contre les missiles tirés par les proxies, comme on dit, par les supplétifs des Iraniens depuis le Yémen, les Houthis ou depuis le Hezbollah irakien. Il y a quelque temps, le centre névralgique du pétrole saoudien à Khobar a été mis à HS pendant 48 heures par un missile de ce type-là. Donc, évidemment, si les Saoudiens disposent d'une technologie, il y a celle-là, mais il y a ce que fait aujourd'hui Safran et autres, qui sont très, très performantes. Ça veut dire que l'Iran a beaucoup moins d'emprise sur les Saoudiens, combien de capacité à leur tendre le bras, etc. Et donc, on comprend bien qu'il y a toute cette logique, c'est assez bien. Et ça, le déclenchement, le 7 octobre, ça fait évidemment penser dans l'imaginaire arabe et islamique contemporain, c'est le 50e anniversaire du déclenchement de la guerre d'octobre 73, la guerre dite du Kippour ou du Ramadan, qui déjà prend Israël par surprise et est un peu la revanche arabe contre l'humiliation de la guerre des 6 jours 67. Encore, vous n'étiez pas né, je crois. Et moi, oui, hélas. Et donc... Moi, j'y étais pas né. Bon, on peut vraiment... Même Régis n'était pas né. C'est Papy fait de la résistance. Et donc, encore plus drôle, c'est l'ancien gauchiste qui parle à la jeunesse de droite, de la droite extrême, c'est ça, droite courtoise. Et donc, on comprend bien les consécutions, mais il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme il le fallait. Et c'est-à-dire que ça a été un tel succès auquel ils ne s'attendaient pas, que non seulement sont arrivés ceux qui venaient faire la razzia d'une certaine manière, parce qu'il faut bien voir que dans l'imaginaire arabo-islamique politisé,
vous avez ce concept de razzia est très important. Et le 11 septembre, en arabe, s'appelle El Razwatayn El Mubarakatayn, c'est-à-dire la double razzia bénie. Je vais voir à la fin de cette séance, vous serez parfaitement arabisant, je vois, oui. Oui, donc, je vois, le latin, ça a l'air très bien, mais l'arabe va s'améliorer. Et donc, Afwan, parce que vous avez déjà l'essentiel. La courtoisie, vous avez la courtoisie en arabe. Et donc, la razzia, c'est quelque chose qui convoque une espèce de vision du monde quasiment eschatologique où la terre va être tout entière soumise à l'islam et au fur et à mesure, les villes qui résistent sont conquises. La chute de Constantinople, la razzia, le pillage subséquent étant dans toutes les mémoires, si vous voulez. Enfin, et puis aussi toutes sortes de visions eschatologiques, par exemple ce fameux hadith qui pose un très gros problème aujourd'hui quand il est récité en français dans les mosquées de l'Hexagone, qui est à la fin des temps, il ne restera plus sur terre qu'un juif et un musulman. Le juif se cachera derrière un arbre, qu'un arbre de l'Arabie qui s'appelle le khandak, et l'arbre dira aux musulmans, viens, il y a un juif caché derrière moi, viens et tue-le. Alors, ça, c'est dans les hadiths. Oui, quand c'est dit, et un hadith qui est attesté par la tradition. De manière, quand c'est en arabe, personne n'y fait attention. Quand il est traduit, l'imam le traduit en français et qu'il y a un informateur, il tombe sous le coup de la loi. Voilà, il tombe sous le coup de la loi, et il y en a deux qui ont été expulsés. Donc ça pose un très gros problème. Alors après, les gens vont dire, mais de quoi la France mécréante veut interdire les paroles du prophète? Mais là, on est au cœur de la complexité. Bref, toujours est-il que ça se produit et arrivent dans les fourgons du Hamas des gens d'à côté qui vont venir piller, tuer, massacrer, etc. Et ce sera ces images monstrueuses qu'on a vues. Bon, alors après, maintenant, on est aussi dans une guerre des images, une guerre qui est un enjeu très important pour attirer la sympathie ou l'antipathie des uns et des autres. Donc moi, je n'ai pas vu la totalité, je ne vais pas me prononcer, bien sûr. Mais les députés les voient aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Voilà. Et donc projetées jusque dans la représentation. Voilà, elles sont projetées. Alors c'est un choix aussi des Israéliens qui les ont récupérées. Ce sont des images à la Mera, d'une certaine manière. C'est-à-dire que les gars qui avaient ça, enfin surtout ceux qui sont allés en mission, en service commandé, avaient des caméras GoPro. C'est pourquoi on les voit de manière verticale. Ça fait penser un peu à ce qu'on voyait à l'époque. Alors que vous voyez, par exemple, pour le Bataclan, on a choisi en France de montrer le minimum d'images monstrueuses et à huis clos lors du procès, avec beaucoup de précautions, etc. Là, la guerre des images a dépassé toutes les bornes, si vous voulez. Et évidemment, qui dit guerre des images, il y a aussi choix des images, éventuellement manipulation dans un sens ou l'autre. Bon, tout ça n'empêche pas une chose fondamentale, c'est que ce qui s'est passé le 7 octobre est une monstruosité épouvantable, et à tel point qu'il gêne un peu aux entournures, y compris les propagandistes du camp adverse, puisque Nasrallah, dans son discours que j'ai écouté longuement en arabe, explique que ce qui s'est passé le 7 octobre, tous ces types qui sont morts, ce sont des tirs erratiques de l'armée israélienne, qui est une sorte de négationnisme express, qui marche d'autant moins que l'armée israélienne n'était pas là, puis était en train de faire la police en Cisjordanie. Oui, donc c'est pas terrible comme explication. Et donc ça, on a l'impression, si vous voulez, que ils ont péché, si je puis dire, par excès d'hubris, par hubris, par des mesures. Ils ont pris beaucoup trop d'otages. C'est très compliqué à gérer. Et ensuite, ces images, certes, ne gênent pas ceux qui sont avec leur cause, même quand ils disent bon, ils ont occulté, c'est pas vrai, c'est pas eux, etc. C'est de la manipulation sioniste, je ne sais quoi. Mais c'est compliqué aussi pour toute une frange intermédiaire. Ça l'a été jusqu'au bombardement sur les civils à Gaza. Alors évidemment, là encore, il y a un effet, est-ce qu'il y a vraiment 11 000 morts, comme le dit le ministère de la Santé du Hamas, ou est-ce que ces chiffres sont manipulés ? Bon, il y a des morts, en tout cas, ça on ne peut pas dire que ça n'existe pas, mais il faut être à la fois conscient de la situation et aussi très attentif au fait que ça fait partie de la guerre et de la propagande de guerre, bien sûr. C'est pas à Régis Le Sommier que je l'apprendrai, puisqu'il vient nous expliquer comment on fabrique l'opinion à la guerre. C'est intéressant. Moi, j'ai eu un contact au Liban, une source qui est très proche du Hezbollah, qui me disait, à propos des horreurs, je dis, mais est-ce que le Hezbollah cautionne les horreurs du Hamas ? Et il disait non, mais... En effet, comme vous l'avez souligné, il prenait par exemple l'histoire des 40 bébés qui auraient été décapités, qui ensuite
par des journalistes occidentaux ou des journalistes qui ont visité le kibbutz en question, ont démontré, et que Tsahal a fini par dire non, on n'a jamais entendu parler de ça. Donc l'erreur de communication qu'il y a eu autour, peut-être l'exagération, est immédiatement exploitée par le front d'en face pour dire si ça c'est faux, tout le reste est faux. Voilà. Et pareil dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est pourquoi, bien sûr, il faut être informé, même quand c'est atroce, au plus exact, comprendre comment ça s'inscrit dans les imaginaires des uns et des autres aussi, parce que dans l'imaginaire de l'islamisme politique, c'est une razzia. Mais pour les juifs, c'est évidemment, ça évoque la Shoah par balle ou les pogroms. Pour un certain nombre de gens qui voient ça ici, c'est en fond la rave party, enfin c'était pas une rave party, la Nova, je pense à party, c'est en fait un remake du Bataclan en version XXX, donc ça touche tout le monde. Mais après, certains vont dire non, ça touche les juifs, et ils l'ont bien cherché. Donc il y a des enjeux d'identification, de différenciation qui sont mis en place par un certain nombre d'acteurs, et on les a vus évoluer, notamment à l'occasion des bombardements, et puis aussi, on l'a vu dans les réactions en France, parce que c'est un enjeu français. J'ai entendu votre présentatrice tout à l'heure dire que le président de la République avait incité les responsables religieux à adresser des messages aux jeunes générations. Moi, je n'étais pas à la manif dimanche, j'étais à Brive au Festival du Livre. C'est pas que je cherche à me justifier de quoi que ce soit, mais de ce qu'on m'a dit, il fallait vraiment chercher les moins de 50 ans. Voilà, et il fallait chercher aussi les jeunes issus des quartiers. Voilà, ça, c'était déjà vu à la manif où il y avait énormément de monde du 11 janvier après Charlie Hebdo et l'hypercacher, mais là, qui était des moins importantes, mais ça n'a pas eu lieu sur le territoire français aussi. C'est un peu les polémiques qu'il y a eu. Pourquoi Emmanuel Macron y est allé ou pas. Après, est-ce que c'est la Mitterrand y était allé, après Carpentras, c'était sur le territoire français, Hollande, sur le territoire français. Là, bon, ça n'est pas sur le territoire. Ça n'est pas sur le territoire. Alors, on n'a pas eu le temps de parler de tout parce que votre livre est évidemment très riche. Gilles Kepel, je voulais parler de notamment... Sinon, personne ne le lirait. Voilà, donc il faut le lire. Je rappelle le titre Prophète en son pays aux éditions de l'Observatoire. Il y a notamment cette notion de djihadisme d'atmosphère, parce que vous auriez dû faire breveter, parce que je serais richissime aujourd'hui, oui. Tout le monde en parle, même Gérald Darmanin en parle de djihadisme d'atmosphère. Le met à tous les sauces. Il y a antisémitisme d'atmosphère. Enfin, il y a des déclinaisons. Voilà, oui. Toutes les déclinaisons je suis nul largement islamo-gauchiste à Taguieff. Voilà, sans aucun problème. Je rends à César ce qui est. Je rends à Taguieff ce qui est à Taguieff pour essayer de parler des catégories qui apparemment sont celles que vous comprenez. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup Gilles Kepel. Merci à vous Régis Le Sommier, je rappelle, directeur de la rédaction d'Omerta. Et puis Gilles Kepel, je rappelle le titre de votre livre Prophète en son pays aux éditions de l'Observatoire. Merci à tous les deux. Merci à vous.